Alors, une deuxième vidéo pour parler toujours de l'origine de la matière. On va s'intéresser maintenant à l'origine du mot atome. Alors, on a déjà un petit peu abordé l'histoire du mot atome dans des chapitres précédents. On a déjà vu que le mot atome vient du grec atomos, que les premières personnes qui ont eu l'idée de l'atome, ce sont les Grecs Démocrite et Leucippe. Ils essayaient d'expliquer les propriétés de la matière en supposant qu'elle est constituée de petites briques qui s'accrochent les unes aux autres, comme des Legos. Quand vous faites des objets en Lego, vous emboîtez des petites briques les unes dans les autres. Et donc Démocrite et Leucippe ont eu l'idée que la matière est composée de petites briques comme les Legos qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors bien sûr, cette idée a été abandonnée pendant plus de 2000 ans, et puis c'est Dalton qui, en 1810, a ressuscité cette idée pour expliquer ce qui se passe dans les transformations chimiques. On a déjà vu que dans les transformations chimiques, des matières sont consommées, d'autres matières sont fabriquées, et pour expliquer l'évolution de la matière dans les transformations chimiques, eh bien Dalton a fait appel à ces petites briques élémentaires qu'on appelle les atomes. Et puis, au XXe siècle, Thomson, Rutherford et Bohr ont fait des expériences sur la matière et ont découvert que l'atome est lui-même composé de particules plus petites. Donc notre modèle de l'atome est le résultat de plus de 20 siècles de réflexion et d'expérience sur la matière. Donc voilà à quoi pouvaient ressembler les atomes de Démocrite et Leucippe avec leurs petits crochets pour qu'ils s'accrochent les uns aux autres. Le modèle de Dalton, il a rajouté quelques petits crochets au modèle de Démocrite et Leucippe. Donc ça, c'est les modèles qui permettent d'expliquer ce qui se passe dans les transformations chimiques. Des matières sont consommées, d'autres matières sont fabriquées, car les atomes se réarrangent autrement. Alors au XIXe siècle, Thomson a inventé un objet qui s'appelle une cathode, que vous avez ici sur l'image, et grâce à cet objet, Thomson arrive à extraire de la matière des particules négatives plus petites que les atomes. Il les appelle des électrons. Donc vous avez ici un faisceau d'électrons. Ici, vous avez un petit trait fluorescent. Et bien ça, c'est un faisceau d'électrons et il montre que ces particules plus petites que l'atome, plus légères que l'atome, portent des charges négatives. Donc grâce à sa cathode, Thomson arrive à extraire de l'atome des charges négatives très petites et très légères. Donc il en conclut que l'atome est composé de deux types de charges, des charges positives et des charges négatives, puisque globalement l'atome est neutre. Et donc il invente son modèle qu'on appelle le pudding au raisin, où il suppose que l'atome est une sphère de matière positive qui contient à l'intérieur des petits grains de matière négative qu'on appelle les électrons. Puis arrive Rutherford avec son expérience. Rutherford, grâce à son expérience, il montre que la matière est essentiellement composée de vide. Les particules alpha traversent une feuille d'or comme si elles n'étaient pas présentes. Grâce à son expérience, Rutherford montre que la matière est essentiellement composée de vide. Le modèle de Thomson est donc faux. Il a fallu élaborer un nouveau modèle de la matière, essentiellement composé de vide. Et donc voici le nouveau modèle de l'atome selon Rutherford. Donc l'atome serait composé d'un tout petit noyau qui n'est pas du tout à l'échelle ici, qui contient la matière positive. Et autour de ce noyau tournent des électrons qui est la matière négative. Et on voit bien que dans cette représentation, qui n'est pas à l'échelle, le noyau est beaucoup plus petit, et bien l'atome est essentiellement composé de vide. La matière, c'est essentiellement du vide. La matière est à 99,999999% composée de vide. D'autres observations, d'autres expériences ont montré que le modèle de Rutherford était également incomplet. Au début du XXe siècle est apparue la mécanique quantique, avec l'impulsion de Bohr, Einstein et d'autres scientifiques. On montre que l'atome est quantique et donc il a fallu élaborer de nouveaux modèles. Et en 1930, par exemple, on a élaboré l'atome probabiliste. Donc voici les évolutions du modèle de l'atome au XXe siècle. On est parti du pudding de Thomson au début du XXe siècle pour arriver à l'atome probabiliste. Alors ce n'est certainement pas le dernier modèle de l'atome. Les expériences sur la matière continuent. Au CERN du côté de Genève, il y a un gigantesque
collisionneur de particules où on essaye de comprendre ce qui compose la matière, de quoi elle est faite, et les modèles de l'atome dans les décennies et les siècles à venir vont continuer à évoluer parce que les physiciens continuent à développer leurs connaissances sur ce qui compose la matière et on est loin de tout connaître. Dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, il y a encore énormément de choses à découvrir et énormément de choses à tester. Donc voilà l'évolution du modèle de l'atome depuis plus de 2000 ans.